Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du Club des Burn-outés et des Bienveilleurs. Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de discuter avec Cathy, que j'ai rencontrée il y a de longs mois sur LinkedIn. Bonjour Cathy. Bonjour Christophe. Bonjour Cathy. Marc. Bonjour Marc. Au tout début de notre podcast, on présente un petit peu l'invité, de manière à ce que les gens qui nous écoutent te connaissent un peu mieux. Cathy, qui es-tu et d'où viens-tu ? Alors, je m'appelle Cathy Bobier, je vais avoir 43 ans, j'habite en Normandie, à 40 km à l'ouest de Caen, pour resituer effectivement facilement. Une très belle région. Cathy, peux-tu nous parler un petit peu de ta première expérience de burn-out ? C'était en 2016. Donc, il y a eu deux épisodes, un premier en janvier 2016 et un deuxième en mars 2016. Donc, pour vous replacer un peu le contexte, ça s'est pas fait en fait comme ça. J'ai eu des prémices en fait de nombreux mois avant. J'ai commencé à avoir des troubles du sommeil, problèmes à s'endormir, des réveils nocturnes, un rythme de travail qui était assez soutenu. Ça s'est ressenti au niveau de mon dos. J'avais pas mal de douleurs lombaires. J'ai fait des sciatiques. Enfin bon, voilà, pas mal de choses de ce genre. Et surtout, une fatigue, en fait, qui s'est installée, en fait, au fur et à mesure et qui était très grandissante. Ce qui m'est arrivé, c'est que je travaillais donc du lundi au vendredi dans une entreprise caennaise. Et ben en fait, le week-end, je passais mon temps à me reposer pour pouvoir repartir en fait dans la semaine. Donc c'était à tout prix, voilà, je misais tout sur le travail. Il fallait que je sois au top pour la semaine. Il n'était pas question de s'arrêter, de prendre un jour ou quoi que ce soit. Enfin, la question se posait même pas. Jusqu'au jour où j'ai commencé à présenter en fait des symptômes qui étaient assez bizarres, des symptômes nouveaux. À savoir des picotements au niveau de la joue, des engourdissements. Enfin, un soir, je rentre, j'étais vraiment pas en forme. Ça faisait déjà 2-3 jours que je me sentais pas bien, j'avais mal à la tête. Je me sentais vraiment fatiguée. Dès le matin, en fait, je posais le pied par terre, j'étais extrêmement fatiguée. Et en fait, ce qui s'est passé cette journée-là, c'est que je me suis retrouvée en fait aux urgences, puisque le soir, vers 9h30, j'ai senti des engourdissements, mais qui étaient un peu plus importants, puisque ces engourdissements, en fait, commençaient à descendre, en fait, dans mon corps, et notamment dans ma jambe droite. Donc, en fait, j'ai l'impression d'avoir tout le côté droit engourdi. Et puis, ils font effectivement des premiers examens pour eux, voir si j'étais pas en train de faire un AVC. Puis là, il me dit, en fait, non, vous faites pas d'AVC, vous êtes rassurée. Je me dis, oui, effectivement, je fais pas d'AVC, c'est quand même assez rassurant. Mais je dis, bon, ça résout pas mon problème que, voilà, j'ai des engourdissements et que je me sens pas forcément bien. Et voilà, j'étais plus ou moins bien prise en charge. Ils m'ont donné un cachet pour me relaxer, etc. Et je dis, mais par contre, si effectivement demain matin je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? Et là, l'interne me répond, vous avez dit au médecin que vous retournerez travailler. Et je me suis dit, non, mais attendez, les gars, je suis pas en train de faire un caprice, là. Je vois que ça va pas, que ça colle pas, donc bon, ok, j'y vais, c'est pas grave. Et donc, je suis rentrée à 4h30 chez moi, et le lendemain matin, enfin, à 7h, j'étais debout. Je raconte pas l'état dans lequel j'étais. Mais voilà, je suis repartie effectivement au travail. J'en ai parlé juste à une collègue pour dire cette nuit, j'étais vraiment pas bien, donc surveille-moi, viens voir dans la journée quand même si je suis pas tombée derrière mon bureau. Et il m'avait quand même conseillé de retourner voir mon médecin. Donc, je suis allée voir mon médecin. Effectivement, il m'a dit, bon, je vous prescris des examens. On va faire des examens pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. C'est passé quelques semaines et puis au bout d'un certain temps, je me dis, maintenant, ça n'a pas l'air d'être mieux. Donc, ce serait quand même bien que je prenne ça un petit peu plus à cœur. Et donc, j'ai fait des examens et j'ai dû faire un IRM. Et puis, le radiologue me dit, là, en fait, il faudrait que vous alliez consulter un neurologue. Je peux vous dire que vous n'avez pas de cancer, mais voilà, il y a des taches blanches au niveau de votre cerveau qui, à votre âge, donc, sont pas normales. Donc, je retourne voir mon médecin, il téléphone à une neurologue et 4 jours après, je me retrouve effectivement dans le bureau de la neurologue. Et là, je me souviendrai, c'était un 18 décembre, j'avais pris 1 heure sur le temps de mon travail pour effectivement aller au rendez-vous.
Et là, j'ai eu l'impression que la terre me tombait dessus. Au bout de, je sais pas, 5 minutes, elle me dit, bah, en fait, vous avez une chance sur deux pour avoir une sclérose en plaques. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Et là, je me voyais, je me disais, je fais du sport, je vais pas pouvoir faire du sport, c'est compliqué, c'est des crises, ça se soigne pas, etc. Donc, j'ai gardé ça pour moi. Je me suis dit, bon, on verra bien. Et là, elle me dit, bah, faut faire des examens complémentaires pour vraiment être sûre, parce que là, j'ai pas le faisceau d'indices, c'est important, mais n'est pas suffisant. Donc, on avait programmé la ponction lombaire en fait le 12 janvier de l'année d'après, 12 janvier 2016. Et c'est là où ça a commencé en fait à dégringoler. Je me suis retrouvée aux urgences parce que ben, voilà, j'étais extrêmement mal, j'étais très fatiguée, j'avais mal à la tête, etc. Donc, ils m'ont dit, bon, bah, vous faites un syndrome post-ponction lombaire, ce qui arrive, ce qui arrive. Sauf que moi, ça a quand même été le début en fait de ma descente parce que j'ai eu des vertiges, j'ai dû faire des séances de kiné vestibulaire. J'ai fait voilà des tests ORL et là j'étais vraiment pas bien. Donc j'ai été pendant 6 semaines alitée. Je vivais seule et donc je me suis retrouvée en fait chez mes parents qui m'ont gentiment ouvert les portes et qui m'ont assistée. Enfin, je pouvais plus marcher, je pouvais plus m'alimenter. Et puis en février j'ai rendez-vous avec la neurologue. Et puis là, elle me dit, bon, bah, j'ai les résultats, vous n'avez pas la sclérose en plaques. Je suis pas, j'ai pas de joie, je me projette pas, etc. Je me dis, mais non, et au bout de 4 jours, en fait, ça a explosé. Je me dis, mais non, mais ça va pas, quoi. Ok, j'ai pas la sclérose en plaques, c'est super, mais ça va pas, je vais pas bien. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ben, en fait, c'est comme si on était au haut d'une montagne et qu'on se retrouve carrément en bas et on n'a pas vu, en fait, on n'a pas vu la chute. Et là, j'ai eu une colère, en fait, qui m'est montée vraiment, qui était vraiment intériorisée. Et je me souviens de me dire, mais merde, en fait, j'ai fait tout ça, j'ai travaillé autant, je me suis autant investie, etc. pour aujourd'hui en arriver là, quoi. Je suis complètement à terre, quoi. Et puis, très vite, cette colère, en fait, je l'ai remise, je me la suis retournée envers moi-même. J'avais lu à l'époque le bouquin de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Et là, il parlait effectivement de cette notion de responsabilité. Et je me dis, mais ouais, Cathy, mais t'es responsable en fait. T'as pas su en fait, à un moment donné, quand tu disais non, c'était pas oui, c'était pas je fais les choses. Combien de fois on m'a dit, bah, de toute façon, avec toi, Cathy, c'est pas grave, tu dis non, mais tu vas quand même le faire. Donc là, aujourd'hui, tu es face à toi-même, puisque tu peux plus travailler. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Je me suis dit, bon, bah, je vais faire moins, je vais essayer de faire attention, etc. Donc, je suis repartie au travail en mars. Et alors là, ça a été assez compliqué parce que le premier jour de ma rentrée, je me suis dit, donc le matin, j'étais vraiment pas bien. Je me suis mise à pleurer en déjeunant. Et j'ai senti en fait que j'avais une dissonance en fait entre mon corps qui était physiquement présent, mais mon esprit qui était vraiment pas là en fait. Et ben en fait, on se dit non, ça va aller, voilà, de toute façon, il faut bien travailler, on y va, on est fort. Et puis on pense aussi aux collègues, hein, à la charge de travail qu'il y a. On n'a pas envie de laisser sa place et puis de dire oh, bah, c'est pas grave, je m'en fous, et puis c'est les autres qui vont faire. Enfin, moi, c'est pas du tout mon état d'esprit. Et donc le vendredi soir, à la fin de la semaine, bah, mon cerveau en fait s'est mis en veille, en disant bah non, mais là je crois que t'en as marre, c'est plus possible quoi. Sauf que le week-end était compliqué, j'ai eu extrêmement mal à la tête. Le samedi, le dimanche, j'ai pas pu me lever en fait. Et le médecin me dit bah pas étonnant que ça n'aille pas, vous avez 9 de tension, tu es en train de faire ce qu'on appelle un burn-out. Bah non, mais il me dit là, tu es épuisé physiquement, moralement, émotionnellement. Donc il faut du temps pour toi, pour te reposer, pour te ressourcer. Ça prend combien de temps de se remonter de cet épuisement En fait, c'est là où c'est le leurre et là où on apprend vraiment la patience, parce qu'en fait, on ne sait pas. Ton témoignage est intéressant parce qu'il montre à quel point diagnostiquer un burn-out est compliqué. On fait chacun le sien et on a tous des symptômes qui peuvent être différents et surtout, beaucoup peuvent avoir des symptômes qui s'apparentent à d'autres pathologies. En fait, on est pris dans une spirale en fait qui est insidieuse. Effectivement, si on regarde par rapport à une maladie comme la sclérose en plaques, on se dit bah, c'est une maladie qui est visible avec tel et tel
symptômes, on diagnostique, et voilà, et c'est une maladie visible. Sauf que le burn-out, en fait, on le voit pas. On voit pas si la personne, en fait, elle va bien ou pas. Alors effectivement, la fatigue, ben voilà. Moi, j'ai aussi compris que la fatigue avait des intensités. On peut avoir des petites fatigues, des moyennes fatigues, des grosses fatigues et des fatigues qui sont latentes, des fatigues qui vous prennent aux tripes et voilà, vous commencez votre journée, vous êtes en pleine forme et 2 heures après, vous êtes complètement HS, quoi. Mesurer sa fatigue, comment on fait, quoi? Donc, c'est chacun, en fait, qui ressent sa fatigue, qui peut l'exprimer, alors l'exprimer avec des mots, le plus juste possible, mais c'est compliqué, puisque j'imagine que toi, Marc, ta fatigue ne va pas être la même que la mienne, et les ressentis de Christophe ne vont pas non plus être les mêmes que moi. Donc, c'est aussi cette difficulté dans ce burn-out qui est invisible, mais qui, en soi, est quand même une maladie, quoi. Tu as dit quelque chose de très très important et moi ça m'a fait écho et je suis sûr que Marc il va être d'accord avec ça. On a interviewé il y a quelque temps une personne qui alors est passée par le burn-out et qui est passée par le cancer. Le traitement de son cancer pour elle avait été plus facile que le traitement de son burn-out. Parce qu'effectivement, il y a ce côté protocole, il y a des étapes à suivre, il y a des choses à suivre. Alors, c'est dramatique, mais effectivement, il y a un protocole à suivre, tac, 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 tac. Le burn-out, c'est vraiment différent et c'est aussi pour ça qu'on ne parle pas de maladie, hein. C'est pour ça que l'OMS ne veut pas le reconnaître comme maladie, parce que tu l'as dit aussi, chacun fait son burn-out. On a ce tronc commun de symptômes communs, hein, évidemment, le sommeil, l'impact sur le sommeil, je pense qu'on l'a tous expérimenté, mais après, les symptômes sont vraiment différents. Et comme l'a dit justement Marc, pour un médecin, même un médecin traitant qui nous connaît bien, c'est pas forcément évident de faire la corrélation entre tous ces symptômes qui peuvent effectivement être dus à des différentes maladies et comprendre à un moment donné que tous ces symptômes sont ont en fait la même source, qui est effectivement Ouais. cet épuisement professionnel ou parental, etc. Chacun fait son burn-out, ça c'est clair, on Ouais. l'a dit et je pense que personne ne peut le contester, mais chacun a aussi la façon de s'en sortir, hein. On a tous une façon différente de s'en sortir. On a tous eu des aides extérieures, des actions, des lectures, des vidéos, etc., etc., qui nous ont aidés. Tu peux nous expliquer, toi, un petit peu justement le processus que tu as mis en place pour remonter cette pente qui a été effectivement très dure? Ma principale ressource, je dirais, ça a été vraiment ma famille. Mes parents et ma sœur qui ont été d'un soutien vraiment inconditionnel, qui ne m'ont jamais jugée, qui ont, je dirais, subi ma descente, en fait. Ils ont été vraiment hyper bienveillants, voilà, hyper touchants aussi, parce qu'il y a eu des moments qui étaient vraiment compliqués. Et vraiment ça, je les remercie parce que sans eux, ça aurait pas été possible. Ne pas se sentir jugé non plus, parce qu'on a quand même cette culpabilité de pas pouvoir aller travailler et quand on entend des gens qui vous disent quand on veut, on peut, on se dit ouais, ok, d'accord, mais en fait, ils réalisent pas en fait les étapes qu'on doit traverser et toutes les phases qu'il va y avoir aussi après. Donc vraiment, ma famille, c'était vraiment mes fondations, mon socle en fait, pour pouvoir me permettre, voilà, de prendre le temps, de faire preuve aussi de patience, parce que la patience, même si c'est pas palpable, c'est quelque chose d'hyper important. J'ai eu aussi recours aux antidépresseurs, hein, ça a été vraiment une béquille. Je crois qu'il faut pas s'en priver, il faut pas avoir honte non plus d'en prendre, hein, parce que à un moment donné, on a besoin de se raccrocher, hein, comme une bouée de sauvetage. Moi, ça a été vraiment ma bouée de sauvetage. J'ai eu aussi le soutien d'une psychologue que j'ai contactée, hein, moi-même. Donc c'est pareil, faire la démarche d'aller voir une psy, c'est pas évident. Ne serait-ce que juste décrocher son téléphone, prendre rendez-vous, ça demande aussi, voilà, ça demande un peu de courage, parce que c'est pas évident de se dire là aujourd'hui, voilà, je traverse une période un peu compliquée et j'ai besoin de quelqu'un, un avis aussi extérieur. Et puis j'ai fait une super rencontre avec une amie qui est coach, qui m'a justement proposé en fait de m'aider en fait avec qui j'ai fait un processus d'accompagnement en coaching et qui m'a vraiment permis de travailler sur moi. Parce que pendant ces mois de post-burnout, qui étaient
compliqué, c'est que en fait, vous avez peur de sortir de chez vous. Enfin, moi, pour moi, j'ai eu la phobie sociale. J'ai perdu mes repères. Je ne savais plus effectivement comment faire, quoi faire, etc. Donc, il y a la perte d'identité. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on a envie de faire, on ne sait plus comment on va le faire. On se dit, de toute façon, on ne vaut plus rien, on n'a pas de compétences, etc. Il y a eu aussi cette perte de confiance en soi. Donc, grâce effectivement à ces séances de coaching, donc, qui ont duré sur plusieurs mois, normalement le processus de coaching, c'est quelques séances sur un temps bien déterminé. Grâce à ces séances, j'ai pu en fait m'exprimer, revenir en fait à moi, me reconnecter à moi, qu'est-ce que j'avais envie de faire, comment je voulais le faire, et de penser vraiment à moi et pas aux autres. Donc, j'ai vraiment pris c'est moi pour moi en fait, pour me faire plaisir, pour me recentrer, me ressourcer, faire attention à ce dont j'avais besoin, à ce que j'appelle aujourd'hui mon écologie de vie, mon rythme, parce que ça c'est vraiment hyper important, quoi. Est-ce que ça a été facile, Cathy, de te confier comme ça à une psychologue, enfin à une amie coach? Oui, ça a été facile parce que c'est vraiment une personne que j'ai rencontrée dans le cadre d'un réseau professionnel 2 ans auparavant, avec qui effectivement ça avait bien matché. On avait des points communs, des valeurs communes. Et quand elle m'a proposé spontanément son aide, je me suis dit, mais ouais, c'est avec elle que j'ai envie de le faire. Après, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, je ne savais pas vers quoi ça allait m'amener. Mais je crois que quand on vit un moment où, je l'ai appelé un peu ma traversée du désert, je crois que toute personne, effectivement, qui vous propose son aide de manière bienveillante, et, euh, et je dirais sans contrepartie, en fait, ça n'a pas de prix. Donc, la confiance, elle s'installe très vite. Il s'est repassé un autre épisode plus récemment. Comment tu peux expliquer qu'à nouveau, ça soit revenu? Donc, à l'issue de mon premier burn-out, comment aussi je me suis relevée, c'est que j'ai fait une formation de coaching. Et là, c'est vraiment une formation pour moi, vraiment pour me faire plaisir. J'avais besoin de continuer, en fait, cet axe de développement personnel que j'avais mis en place. Et j'avais besoin aussi de trouver ce qui faisait sens en fait aujourd'hui pour moi, de donner vraiment, j'étais vraiment en quête de sens, et de trouver ma voie en fait, de trouver vraiment ma place au sein de la structure, de la société en elle-même. On m'a proposé de faire un remplacement dans le notariat pendant 2 mois, donc ça a duré plus longtemps que prévu, ça a duré en total 6 mois. Et donc qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant cette période-là? Eh ben, c'est que la Cathy d'avant a repris en fait, voilà, c'est sa bonne volonté, le fait de s'investir, de donner en fait de son temps, j'ai pas posé mes propres limites, mais je me rendais compte en fait que chaque jour qui passait, je grignotais un peu sur le temps de travail qui m'était imparti. J'ai épuisé mes ressources internes pendant les 3 premiers mois. Ça a occasionné du stress chez moi, puis une certaine pression en fait, que je pensais pas avoir, et cette pression en fait, chaque jour en fait, elle a grandi. Je me suis pas rendu compte en plus que cette pression-là, au fil des semaines en fait, allait occasionner ma seconde chute, alors que j'ai réussi à limiter, puisque grâce à ma première expérience, justement, ce qui était intéressant, c'est de se dire, voilà, j'ai des signaux là qui sont, voilà, j'avais hyper mal au dos, je commence à avoir des problèmes de sommeil, j'avais plus d'appétit, j'étais irritable, et puis je me ressourçais pas. C'est vrai qu'il y a eu ce contexte en plus de particulier de confinement en octobre avec le couvre-feu à 18h, etc. Donc, il laissait peu de marge pour pouvoir aller se promener, etc. Mais ces signaux-là m'ont permis effectivement de dire que ça n'allait pas. Mais il a fallu effectivement qu'un jour, je dis, maintenant, en fait, là, je me sens en danger et ça va pas, il faut que je sauve ma peau, quoi. Ça a encore été cette fois-ci les montagnes russes émotionnelles, mais on remonte plus vite parce qu'effectivement, on descend plus rapidement, mais on remonte aussi plus vite. Malgré que encore aujourd'hui, voilà, j'ai une énergie qui est pas stable, mais voilà, ça va parce que je m'écoute, je fais attention et qu'aujourd'hui, je me connais encore mieux davantage.
et que je fais confiance aussi à mon corps. Ça me fait penser justement à un petit aparté, mais à un bouquin que j'aime beaucoup de Lise Bourbeau qui est Écoute ton corps, le meilleur ami sur la terre. Moi, je sais que c'est mon corps qui m'a sauvée une première fois et c'est encore lui qui a été mon allié là cette fois-là. Et franchement, c'est super important, quoi. Et maintenant, tu en es où, Cathy? J'en suis dans une période un peu d'introspection. J'essaie effectivement de tirer les enseignements voilà, de ces deux expériences-là pour aller vraiment. Alors, c'est un travail que j'avais déjà fait, mais voilà, c'est encore différent aujourd'hui parce que j'ai plus de maturité, plus de recul. Donc vraiment d'aller me recentrer, vraiment voir qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire et toujours avec cette notion de plaisir. Parce que pour moi, c'est vraiment important de faire ce qu'on aime et avec plaisir. Donc aujourd'hui, en fait, voilà, j'ai vraiment envie de continuer sur la voie du coaching pour justement accompagner justement des gens qui ont des problématiques, qui ont envie de trouver leur voie, de donner du sens aussi à leur vie. Et une notion aussi que j'aime bien aborder, c'est la notion d'équilibre. En fait, quand on travaille, on a l'impression qu'on est en mode travail et qu'à côté, il n'y a rien. En fait, non, c'est comme les piliers d'une chaise. On a besoin de tous les bâtons de la chaise pour pouvoir justement être bien assis, bien installé et être stable. Et c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Et l'équilibre entre une vie professionnelle et une vie personnelle, pour moi, c'est indissociable. On est bien d'accord. Écoute, un énorme merci. J'espère que le stress avant l'enregistrement est parti. Ah oui, complètement dissipé, tu vois. Ah, On mais a c'est senti génial. le smile. Voilà, on a senti le sourire tout au long. Écoute, c'est super courageux de ta part, donc déjà bravo. Et merci de m'avoir permis en fait de parler de mon histoire. Et j'espère qu'elle pourra servir à d'autres. C'est pour ça que j'ai voulu contribuer, que j'ai voulu vous rencontrer, parce que je trouvais que c'est toujours très bienveillant et on sent que voilà, ce qui nous relie, je pense, c'est l'humain. Et si ça peut être utile, j'en serais vraiment ravie, quoi. Mais encore une fois, un grand merci. Vive la Normandie. À très vite. Et puis, comme on le fait à chaque fois, on espère pouvoir te rencontrer maintenant autour d'une bonne table. Merci à tous les deux, en tout cas. C'était vraiment chouette de pouvoir voilà, se livrer en toute confiance et bienveillance. C'est vraiment top. Bonne journée à tout le monde. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne du Club des Burnoutés et des Bienveilleurs.